Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Colline Balfroy. Colline est chanteuse et vidéaste pour l'ONG française On est prêt. Mais Colline a surtout le don de mêler le beau, l'esthétique à l'impact. Que ce soit au travers de ses chansons ou des vidéos qu'elle produit, l'engagement et l'esthétique sont toujours au rendez-vous. L'objectif étant d'embarquer tout le monde dans la transition vers un monde plus juste et plus durable. Bonne écoute! Bonjour Colline et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Laurie, je suis très contente d'être là aussi. Trop cool. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens, tout simplement? Alors, je m'appelle Colline Balfroy, alias Colline BLF sur les réseaux sociaux. Je suis vidéaste / reporter climat. C'est un peu difficile de trouver le bon terme pour moi, mais on va dire reporter. Je suis également étudiante, chanteuse et je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques années maintenant. Ouais, tu fais plein de trucs, quoi. J'avais zappé que tu étais encore étudiante, en fait. Moi aussi, j'avais oublié. Du coup, on va faire marche arrière, on va un peu retracer le parcours de Colline. Du coup, tu fais des études, parlons-en. Tu fais des études, du coup, dans quoi? Alors, je me suis lancée dans un master à Paris, c'est pour ça que maintenant je vis en France depuis septembre. J'ai décidé de faire un master en développement durable et communication responsable. Je sais pas trop pourquoi, mais comme ça j'ai un master et puis ça me permet d'être vidéaste et de travailler en même temps avec les systèmes d'alternance en France. Donc voilà, c'est cool, c'est un peu de la culture générale, quoi. Et du coup, ce master, il te permet d'exercer également où t'es chez On est prêt en même temps. Mais surtout, c'est étonnant ce master parce que du coup, moi, je te suis sur YouTube depuis un moment et tu étais en décrochage scolaire. Du coup, pourquoi un autre master? Ah, franchement, je sais pas trop. Je pense que j'étais en décrochage scolaire parce que c'était... Enfin, tous les étudiants qui sont rentrés à l'école en même temps que moi, donc soit en 2019-2020, c'était une période où on a tous un peu décroché. Et puis, je suis pas du tout quelqu'un de scolaire. Je pense que c'est aussi parce que j'avais pas trouvé les études qui me parlaient. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait ce master-là lié à l'environnement, je me suis dit, ok, avoir de la com et avoir de l'environnement en même temps, ça peut être cool. Et puis, vu que c'est un système où j'ai des cours et en même temps, je travaille pour une association, donc comme tu l'as dit, pour On est prêt, qui est une asso française, c'était un peu le combo parfait d'avoir de la théorie, mais en même temps d'avoir un salaire et puis un truc concret, quoi. Donc en vrai, je pense que c'est un système qui moi, me convient et qui peut convenir à plein de jeunes qui aiment pas trop la théorie, qui aiment pas trop le système belge, qui est quand même assez... Enfin, tu bouffes de la théorie pendant 5 ans et puis au final, tu sais rien faire. Donc je trouve que master en alternance en France, c'est cool. C'est une bonne alternative. Trop bien. Et donc, tu combines tout ça à la musique parce que t'es chanteuse. T'as toujours été artiste? Ouais, je sais pas. J'ai toujours eu du mal avec ce mot. J'ai l'impression que c'était un peu trop, tu vois. Ah, je suis artiste. Mais en vrai, oui, on va dire que c'est de l'art. Donc, j'ai toujours aimé l'art en général. J'ai toujours adoré la musique. Et donc, oui, c'est vrai qu'à côté, je fais de la musique. Mais généralement, quand je suis dans les milieux climat, ou même dans le cadre de mon entreprise, je parle pas trop de ça. C'est un peu un secret où je suis là... c'est un peu ma double vie. Mais pourtant, pour On est prêt, tu produis du contenu qui est quand même assez léché. Enfin, tu as quand même cette patte artistique dont tu as besoin pour On est prêt. Tu es venu avec nous, on va en parler, mais tu es venu avec nous sur une grosse mobilisation à Strasbourg. Mm-hmm. Et on voit l'angle avec lequel tu filmes. Tu as l'œil, quoi. Tu as l'œil d'artiste, quoi, en fait. C'est aussi pour ça, tu penses que tu étais un profil intéressant pour On est prêt? Ouais, je pense que... En fait, pour eux, j'ai fait une candidature spontanée. Donc, ils avaient jamais eu d'alternant, en fait, et d'alternante. Et je suivais On est prêt depuis 2018-2019 avec l'affaire du siècle où l'État français avait été condamné pour inaction climatique. Et je les avais découverts comme ça et j'adorais ce qu'ils faisaient. Et donc, je m'étais dit, bon, Colline, tu sais pas trop quoi faire de ta vie. Tu kiffes ce qu'ils font. Donc, propose ce que tu fais. Fais un petit portfolio. Tchic, tchac, tchac. Tu montres les vidéos que tu peux faire. Et je pense qu'ils ont aimé le fait que j'étais
assez polyvalente et en même temps que j'étais un peu spécialisée dans un domaine qui n'est pas très courant. Le fait de faire de la vidéo pour des ONG, des assos, c'est pas très 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 courant, surtout en tant que meuf. Et du coup, je pense que ça leur a plu et que j'étais un peu un maillon de plus si on est prêt. Et il y a personne qui faisait la vidéo surtout. Donc j'ai pris ce poste qui était vide. Tu t'es formée comment à la vidéo ? T'es devenue comment aussi forte que maintenant ? YouTube, hein. Vraiment, YouTube, c'est un coffre avec plein d'outils. C'est incroyable. Après, c'est un peu comme tout, je pense. Un peu comme la guitare, le piano, n'importe quoi, la peinture. T'es pas fort du jour au lendemain. Je trouve que même aujourd'hui, je me compare à d'autres personnes et je suis en mode « Ah ok, j'ai encore tellement de trucs à apprendre et tous les jours t'apprends dans ce domaine-là. » Mais c'est vraiment en expérimentant, en faisant des projets perso. Et après, en se sentant aussi un peu plus légitime de le faire de manière professionnelle. C'est pas tous les jours facile, mais c'est vraiment en essayant plein de choses. Et c'est sur des années, quoi. Moi, j'ai commencé à filmer quand j'avais 14 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 24, donc ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Et je suis passée de vidéos toutes pourries en train de filmer mon chat dans mon jardin à faire des vidéos de manifs et des mini-reportages et tout. Donc, et encore, je sais que je suis à un stade où c'est que le début. Et j'apprends, je suis alternante, donc j'apprends. Mais tous les jours, on apprend dans ces domaines-là, c'est trop bien. Du coup, 10 ans de vidéo, qu'est-ce qui t'a pris à 14 ans ? Je sais pas, en fait, je pense que c'est la nostalgie. Tout simplement, d'oublier les choses. Et du coup, le fait de filmer, ça me permet de garder un peu la main sur des souvenirs avec mes proches, avec des voyages. Et je sais pas pourquoi, j'étais obsédée, je filmais tout ce qu'il y avait autour de moi. Mais pourtant, je savais pas du tout que ça allait être mon métier. Jusqu'à très peu de temps, je savais pas du tout que j'allais faire ça. Donc, Mais je suis une grande nostalgique comme toi, donc je te comprends trop. Du coup, on sait comment tu as commencé YouTube, pour capturer des moments, et puis tu t'es un peu professionnalisée, enfin plus qu'un peu même. Et à côté de ça, tu as aussi commencé la musique. T'es chanteuse depuis pas très longtemps. Comment c'est arrivé ça aussi ? Je dirais que c'est aussi un peu comme la vidéo. C'est pas un truc que j'ai choisi. C'est juste... j'ai toujours adoré la musique. J'ai toujours beaucoup écouté de musique. Pareil, 14 ans. Je pense que c'est un peu l'âge déclic là, pour toutes mes passions. Mais j'écoutais beaucoup de groupes. Et pourtant, j'ai pas un souvenir de moi qui chantais très jeune, tu vois. Il y a un peu ces histoires de grands chanteurs comme Ed Sheeran et tout, qui depuis qu'ils ont 3-4 ans, ils jouent plein d'instruments et ils chantent et leurs parents les filment. Moi, j'ai pas du tout ça. Mes parents n'étaient même pas au courant que je chantais avant, il y a 2-3 ans. Ils savaient pas que c'était une passion, ils savaient même pas que je savais chanter. Et donc, c'était un truc que je faisais un peu en cachette dans ma chambre, mais que je disais pas. Je faisais de la guitare, mes parents m'avaient inscrit à la guitare. Mais c'est pas quelque chose que je criais sur tous les toits. C'était un peu mon secret. Je trouve que la voix et la musique, c'est vraiment un truc de l'ordre de l'intime. Parce que c'est ta voix, quoi. Et puis c'est tes paroles et c'est tes phrases. Et c'est un peu comme ton journal intime, c'est hyper... Ouais, je sais pas, c'est hyper personnel. Et du coup, ça fait que depuis 2-3 ans que c'est sorti au grand jour. Entre guillemets, que mes parents ont découvert que je faisais de la musique. Et puis... que j'essaye de mixer ça avec mon métier de vidéaste et mes études. Donc j'essaie un peu de combiner les trois. Je sais pas si à un moment les trois... Enfin, la vie étudiante, ça va être fini l'année prochaine, mais je sais pas si à un moment la vidéo et la musique, ça va se combiner ou pas. C'est une volonté que tu as de rejoindre un peu ton métier de vidéaste dans le domaine vraiment environnement, climat, justice sociale et ta carrière de chanteuse. C'est une volonté ? De les séparer ou de vouloir les joindre ? De les rejoindre. Justement, je dirais que c'est l'inverse. J'ai tendance à vraiment les séparer et à me considérer comme chanteuse quand je suis vraiment entourée de personnes qui font de la musique et pas du tout parler du fait que je sois vidéaste. Et à l'inverse, quand je suis dans des milieux, dans le milieu climat, comment on dit, l'écosystème climat, je sais pas comme ça que vous dites. Ouais, c'est genre ça. Quand je suis dans le milieu climat, du coup là, je parle même pas du fait que je suis chanteuse. Parce que j'ai l'impression que ça va faire trop, que les gens ils vont se perdre. Et peut-être je me sens pas encore assez légitime de dire que je suis chanteuse. Et du coup, c'est encore deux choses séparées, mais je pense qu'avec le temps et peut-être avec des projets un peu plus engagés au niveau musique, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais on va en parler. Les deux vont se combiner, ouais. Bah justement, on va en parler. Du coup, ta musique, moi j'écoute beaucoup ce que tu fais, et j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Mais ta musique, en fait, elle est quand même relativement engagée, et ce quasiment dès le début, je pense. Alors, elle parle pas environnement, biodiversité, crise climatique, mais elle parle plus de justice sociale. Alors, pas vraiment peut-être de justice, mais elle parle en tout cas des milieux queer.
Est-ce que c'est une volonté dès le début, quand tu commences la musique, tu te dis je veux d'une forme être un peu engagée en fait dès le début? En fait, je sais pas si je me le suis dit, mais vu que ça m'anime et que déjà, si je parle de milieu queer, c'est parce qu'en fait, toutes mes amies sont de ce milieu-là. Et donc, c'est un milieu qui m'entoure presque quotidiennement. Et donc, ça me paraissait normal, en fait, de parler de ça. Je me suis même pas dit, ah, je vais faire ça pour que ça soit engagé. Non, c'est juste que ça s'est fait naturellement. Et pareil pour la volonté des clips, qui sont aussi assez engagés sur ces questions-là. Pareil, ça s'est fait hyper naturellement, en fait. J'ai pas vraiment décidé. Mais c'est vrai que pour les prochains titres, j'aimerais bien avoir plus des sujets liés aux enjeux environnementaux et sociaux, que ce soit plus clair, plus, j'allais dire obvious, mais c'est nul de le dire en anglais, que ça soit plus évident. Et donc c'est ce qui va arriver prochainement. Là, tous les titres que je suis en train d'écrire, c'est clairement sur ce qui se passe, sur les forêts qui sont rasées, sur l'inaction des dirigeants. J'ai pas voulu en parler pendant longtemps parce que, à nouveau, je voulais vraiment séparer ces deux choses-là. Et puis, je parlais d'amour et de choses plus légères, ce qui m'a assez convenu pour le premier projet que j'ai fait. Mais là, vu que c'est l'écologie, ça prend une place énorme dans ma vie, que c'est mon métier, que je suis entourée de beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là, et que j'accumule aussi beaucoup d'informations, je me vois pas ne pas en parler, je me vois pas ne pas utiliser la musique, je me vois pas ne pas utiliser la musique pour communiquer ce sujet-là. Donc, ça arrivera dans les... Ah, mais tu me donnes trop envie, là. J'ai trop hâte de connaître ces projets-là. Mais du coup, pour tes premiers projets musicaux, du coup, qui sont, comme on l'a dit, assez engagés d'un point de vue social, comment c'est pris par ta famille, enfin tes proches? Déjà, j'ai cru comprendre que tes parents savent pas que tu chantes. Et en plus, tu leur sors un morceau ultra engagé sur deux nanas qui s'aiment, ce qui n'est peut-être même pas ton cas. Enfin, comment ils le prennent? En vrai, mes parents, ils ont rien dit du tout. Enfin, non, ils ont rien dit. C'était là, oh, c'est joli. Ah, mais c'est Non, trop ils cool. m'ont jamais rien dit. Et j'ai récemment fait écouter mes nouveaux morceaux qui sont pas encore sortis à ma mère dans la voiture, il y a genre la semaine passée, et qui parlent du coup de biodiversité et de l'impact qu'ont les humains sur la biodiversité. Et ma mère, elle a trop aimé, elle était là, oh, c'est trop bien, je suis contente que tu parles de ça. Et non, mes parents... Tes parents, ils sont engagés? Ma mère, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Elle est devenue végétarienne récemment. Ça fait maintenant 1 an, je pense, qu'elle est végétarienne. Et elle est à fond. Elle est à fond, on voit tout le temps des reportages à regarder et tout. Enfin, elle adore ça. C'est pas vraiment une passion d'adorer ça, mais elle est hyper investie. Et mon père aussi, un peu. Il va pas le crier sur tous les toits. C'est juste que ça va se voir dans ses actes du quotidien. Voilà, il achète ses légumes via des filières courtes. C'est pareil pour ma belle-mère. Voilà, ils font attention et c'est un sujet qui les touche où je peux clairement avoir des débats hyper ouverts avec eux sur le sujet. Donc, c'est pas du tout mal vu dans la famille. C'est pas des débats enfin, peut-être avec les grands-parents, mais. Et du coup, c'est pareil pour d'autres sujets. C'est hyper accepté et non, franchement, ils l'ont hyper bien pris. C'est trop trop cool. Et du coup, tes parents donc ils sont engagés, on a compris, c'est très cool. Est-ce que toi, tu l'as toujours été, genre ado, t'as toujours été animée aussi par ces questions-là? En vrai, non, pas du tout. J'essaye de me dire peut-être. Mais moi non plus, hein, donc je te Ouais, jette pas en la fait, pierre. Hein. Très jeune, oui. On va dire avant la période adolescente, j'étais un enfant. J'adorais la nature. Je passais beaucoup de temps dans le potager avec mon père, par exemple. Mon père qui adore faire son jardin, qui est également hyper sensible à la nature. Et donc, je faisais ça sans assimiler ça à de l'écologie, tu vois. Je l'étais beaucoup plus que mes frères et sœurs. J'adorais me balader en forêt. J'y allais même seule, alors que mes frères et sœurs, ils en ont clairement rien à faire. Ma sœur allait jamais aider mon père au potager, et puis ils allaient jamais se balader. Et moi, j'y allais volontiers avec ma mère comme avec mon père. Et je pense que c'est un peu parti avec l'adolescence où t'es hyper influencé par les autres, t'as envie d'être stylé, t'as envie de plaire. Et du coup, c'est une période qui était hyper marquée par la consommation. J'étais une énorme fan de fast fashion. Je consommais énormément de Zara, H&M, enfin tout ça, j'étais une très grande fan. Et puis je voyageais beaucoup aussi avec mes parents. Donc voilà, j'étais consciente de ce qui se passait. Mais c'est pas un sujet qui me touchait particulièrement. Et puis j'ai vécu 1 an aux États-Unis et pareil, là-bas, c'était pas du tout un sujet.
et je pense que ça l'est pas encore aujourd'hui, malheureusement, dans ma famille d'accueil. Et donc là-bas, c'était pareil, surconsommation. Et ça, c'était quand j'avais 18-19 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et c'est vraiment en rentrant, quand il y a eu un peu la montée médiatique de ces sujets-là, avec Greta, avec Adélaïde, avec Hanouna, tous les activistes que tu connais, que je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, ça me touche, ça me passionne même, étonnamment. Et donc je peux plus être comme ça, quoi. C'est pas cohérent avec ce que je pense, et je peux pas être dans cette dissonance, quoi. Et tu as eu une grosse remise en question personnelle sur ta consommation, ton mode de vie, etc. En fait, ça a d'abord été lié à la viande et lié à la consommation des animaux. Ça a commencé par là, en fait. Et du coup, je n'avais pas lié la consommation de la viande au fait que ça avait aussi un impact sur l'environnement. Donc du coup, j'étais végétarienne avant même d'être vraiment sensibilisée à l'écologie. Et c'est après où j'ai regardé le documentaire Cowspiracy. Et je pense que c'est vraiment ce documentaire-là, qui est disponible sur Netflix d'ailleurs, qui est pas parfait, mais bon, c'est une belle entrée dans la matière, je trouve, où je me suis dit, ah ok, en fait, ce qu'on mange, ça a un impact sur ce qui nous entoure, en plus d'avoir un impact sur un être vivant. Et donc du coup, je pense que c'est via ça que je me suis dit, ok, c'est pas possible. Et puis le fait de voir des jeunes de mon âge qui étaient hyper investis, je pense que ça motivait. C'était un peu un truc de, je suis un peu perdue dans ma vie, je trouve pas trop des gens qui me ressemblent, il y a ces gens-là qui font ça, je vais aller voir ce qu'ils font, en fait. Trop chouette. Et donc du coup, tu fais tes études, donc, c'est dans la com, hein, c'est ça, ton bachelier ? Ouais, c'est dans la com. Donc tu fais tes études dans la com, et puis évidemment, donc, du coup, pour ton master, tu décides de rejoindre On est prêt, comme tu as expliqué au début de l'épisode. Ça ressemble à quoi, le quotidien chez On est prêt ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, ma vie chez On est prêt. Bon, déjà, pour ceux qui connaissent pas On est prêt, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas... Ouais, c'est vrai, présente On est prêt. Pas connaître. En gros, On est prêt, c'est un mouvement qui a été fondé en 2018 par Magali Payen, qui est la fondatrice. Et c'est un mouvement qui a pour but de mobiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux environnementaux et sociaux. Donc, l'objectif principal, c'est de protéger le vivant. Voilà, ça, c'est notre goal. Et la particularité, c'est qu'on travaille avec des personnalités publiques, des youtubeurs, des influenceurs, des actrices, et on les fait venir dans nos campagnes pour amplifier un peu le discours et toucher des personnes qui généralement ne seraient pas sensibilisées à ces sujets-là. Et donc on fait des campagnes 1 à 2 fois par an sur des sujets différents. Par exemple, il y a 2 ans, c'était sur les animaux sauvages qui étaient en voie de disparition. Récemment, c'était sur l'éco-anxiété. Et là, en septembre, octobre, ce sera sur le plastique, par exemple. Et du coup, moi, chez eux, ce que je fais, c'est que je suis chargée de communication vidéo. Donc, je fais tout ce qui est la com sur les réseaux, mais que en vidéo. Donc, je vais, je sais pas, ma boss, elle va me dire « Colline, il y a, je sais pas moi, il se passe un truc, là, à Marseille, il y a des dauphins qui se font tuer. Est-ce que tu peux aller filmer là-bas ?» Et du coup, je prends le train. Vraiment, ma vie, c'est je prends le train en France. Et je suis envoyée un peu partout. Et puis, je prends contact avec les gens, les assos qui sont liés à une thématique. Je les contacte. Un peu comme une journaliste, en fait. C'est un peu un travail de reporter journaliste où je fais un script, je trouve un sujet, je contacte les gens de l'asso et je vais couvrir un sujet. Donc, ça peut être plein de sujets différents. Pour donner un exemple concret, vu que tu es lié à ce sujet, vas-y. Récemment, il y a eu la loi sur la restauration de la nature. Qui allait être voté au Parlement européen à Strasbourg. Et ça tournait hyper mal, ça allait clairement pas passer. Et du coup, j'ai pris le sujet en main, je sais pas si ça se dit. J'ai décidé de parler de ce sujet, et donc j'ai été vous rejoindre, vous les activistes, pour couvrir l'événement, être là au Parlement, filmer des porte-paroles, et puis après relayer l'information et dire aux gens voilà ce qui se passe. Et voilà ce que vous pouvez faire. Ouais, trop bien. C'est quoi les reportages, on va dire, les capsules vidéo que tu as préféré faire ? C'était quoi les sujets qui t'ont le plus animé ? Même s'ils sont tous géniaux, je pense, mais qu'est-ce que tu as préféré ? En vrai, j'ai adoré, du coup, faire cette vidéo avec vous. Trop bien. Parce moi, je suis refaite. Parce que pour savoir l'historique, ouais. On était sur un groupe d'activistes et on se dit, bon, il faut que la presse vienne. Moi, je contacte la presse belge. C'était pas la panacée, on va pas se mentir, ils étaient pas hyper, on n'a pas eu un répondant incroyable. Du coup, je dis mais attendez, je vais contacter Colline. Donc je slide dans ses DM et t'as été partante dans la minute en fait. C'était si simple, c'était trop gai. Ouais, en fait j'ai trop aimé venir avec vous parce que c'était vraiment du concret où
Déjà, j'étais avec des activistes, donc c'est trop bien de voir l'impact que vous avez sur le terrain. Moi, ça m'a hyper fort impressionnée. Je sais pas, on courait dans les couloirs du Parlement européen. Enfin, c'était juste fou de voir Chloé, alias The Green Monkey sur Instagram, aller toquer aux portes des députés pour essayer de les convaincre de voter pour cette loi qui était hyper importante pour la biodiversité en Europe. Et du coup, j'ai adoré filmer ça. Ça m'a hyper motivée, ça m'a un peu retourné le ventre et tout, j'ai trop aimé. Et sinon, qu'est-ce que j'ai aimé faire? J'aime beaucoup, en fait, j'ai un format de vidéo sur YouTube qui est pas encore très connu, mais pourtant c'est hyper cool. C'est un format de vidéo sur YouTube pour On est prêt qui s'appelle le Mémo de Colline. Et c'est en gros des mini-reportages de 10-12 minutes où je tente de répondre à une question. C'est un peu genre un post-it écolo, où je me pose une question, par exemple, pourquoi la mode pollue? C'est le premier épisode que j'ai fait. Et je vais interviewer des gens sur ce sujet-là. J'ai été filmer un relais en dehors de Paris qui collectait les vêtements et qui les recyclait, par exemple. J'ai été interviewer des experts sur le sujet. Et moi-même, je fais plein de recherches et donc je découvre plein de trucs. Et j'ai trop aimé filmer ces épisodes-là. Et récemment, t'as été en Bretagne, je pense, Oui. pour les algues vertes. Et moi, ça m'a passionnée. Tu m'as fait rentrer dans ce sujet que je connaissais pas trop. Moi non plus, je connaissais rien à ce sujet. Absolument rien. Et du coup, c'était trop cool. Tu peux expliquer rapidement ? En gros, avec On est prêt, on était en partenariat avec le film Les algues vertes qui est sorti récemment en cinéma. Je sais pas quand sortira ce podcast, mais s'il est toujours en salle. Et en gros, ma boss m'a dit ok, bah il y a une problématique des algues vertes en Bretagne à cause notamment, principalement de l'élevage intensif en Bretagne et du fait que il y a tellement d'élevage porcin et de fermes en fait de porcs, de vaches et d'animaux qu'on consomme, qui font qu'en fait tous ces excréments ils vont être déversés dans les eaux. Ça va relâcher des nitrates et en fait ces nitrates là, ça va faire qu'il y a plein d'algues qui vont proliférer en fait sur les côtes. Et donc la Bretagne, elle est marquée par cette problématique où il y a beaucoup trop d'algues, ce qui fait que ça impacte les gens. Il y a réellement des personnes humaines qui sont mortes. Et ce pendant plusieurs années, je pense que c'est depuis les années 80, j'allais dire 90, depuis les années 90. Je suis belge. C'est depuis les années 90 qu'on voit ce phénomène et du coup c'est un phénomène qui impacte la vie marine, qui impacte les humains, qui impacte même les plages, les touristes. Il y a des plages entières qui sont recouvertes d'algues. Tu peux pas aller nager parce que c'est une soupe d'algues. Et ce problème, il a été caché pendant des années entières parce que ça concerne l'élevage intensif qui est financé par l'État et qui surtout ramène énormément d'argent. Et la Bretagne, c'est genre la région où il y a le plus d'agriculture intensif et d'agriculture liée à la viande. Et du coup, c'était un peu un silence et hyper intéressant comme sujet. Enfin, je vous conseille d'aller voir le film. Et puis, j'ai fait un épisode sur ce sujet-là où j'ai été moi-même en Bretagne voir les plages. Et du coup, c'était fou de voir ces plages qui sont magnifiques mais qui sont remplies d'algues et ça pue l'œuf pourri. Et à un moment, on avait mal à la tête, quoi. Tellement, en fait, ça te prend au nez et ça peut vraiment t'intoxifier, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux, ouais. Et du coup, c'est fou. Ça m'a passionnée. Mais moi aussi, franchement, tu m'as fait rentrer dans le... D'ailleurs, tu m'as donné envie d'aller voir le film. Et t'as fait, en fait, cette capsule avec Lucie Lucas, donc, qui est une actrice française assez connue. Et en fait, ça, c'est aussi un peu, il me semble, la façon de faire de On est prêt, c'est de bosser vraiment avec des personnes connues, en fait, tout simplement, pour attirer, comme tu disais tout à l'heure, des publics peu ou pas sensibilisés. Comment c'est de bosser avec des personnes connues ? Enfin, c'est pas un truc que tout le monde fait, tu vois. C'est vrai que pour les personnes qui sont fans de Clem, Lucie Lucas, du coup, c'est la femme qui joue le rôle de Clem dans la série. Je pense qu'il y a 10 000 saisons. Moi, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas cette relation avec les gens connus. Enfin, en fait, j'idolâtre pas du tout les gens, en général. Et du coup, quand je rencontre des restas pour certains, en fait, c'est littéralement une star, hein, Lucie Lucas. Moi, quand je la rencontre, je sais pas trop qui c'est, je sais juste qu'elle joue dans une série, et donc quand je la rencontre, je me comporte comme je me comporte avec n'importe qui. Ce qui, je pense, est bien, parce que sinon, ça crée un peu un décalage, un truc de « Ah, t'es fan et ces personnes-là, elles ont pas envie que tu sois là. Oh, ça s'est passé comment, sur le tournage, nanana. Mais du coup, c'est toujours hyper intéressant de rencontrer ces gens-là en vrai, et tu te rends compte que c'est des gens qui ont autant de problématiques que toi, et c'est trop bien aussi de pouvoir échanger sur les sujets liés aux enjeux environnementaux et sociaux et de voir qu'ils sont tout autant impactés et touchés par ces sujets-là que toi.
Et surtout que Lucie Lucas, elle a une communauté qui est hyper grande, et donc notamment le réel que j'ai filmé avec elle sur Instagram, qu'on a coposté ensemble, il a fait genre 500 000 vues, parce que elle a une communauté qui est hyper engagée et qui sait ce qu'elle fait, et donc c'est trop bien qu'elle ait utilisé sa voix pour travailler avec nous et pour parler de ce sujet-là, quoi. Et c'est hyper important, faudrait qu'il y en ait encore plus, mais il n'y en a pas trop, malheureusement, mais du coup c'est vrai que c'est bien de pouvoir travailler avec des gens qui ont de l'influence. Vous galérez pas trop à recruter des gens justement avec une telle influence? C'est pas la galère de convaincre parce que moi je le vois quand on essaie un peu d'avoir des voix fortes, même pas spécialement dans le milieu justice climatique et sociale, mais juste des popularités, des gens populaires en Belgique, on va dire. C'est pas toujours évident en fait de les relier à la cause. Parfois il y a cette peur que... Parce que Lucie Lucas, c'est encore différent. J'ai l'impression qu'elle a toujours parlé de ces sujets-là, moi, cette meuf. Oui, et puis après, son mode de vie fait qu'elle-même, elle l'incarne Elle est hyper quotidiennement, cohérente. tu vois. Elle est totalement cohérente. Mais il y en a, tu vois, ils ont peur parce qu'en fait, ils sont pas 100% cohérents. Enfin, ils sont pas irréprochables. Et j'aime pas du tout ce mot parce que moi, j'estime qu'on n'a pas besoin de ça pour parler. Mais comment vous faites justement pour convaincre des gens qui sont pas irréprochables, donc qui auraient peur, tu vois, de se positionner sur un sujet? Comment vous faites pour les embarquer quand même? En vrai, chez On est prêt, on a une personne qui est dédiée à ça. Genre, son job, c'est talent manager. Et donc, son but, c'est vraiment de trouver des gens, de convaincre les influenceurs, influenceuses et créateurs de contenu. Et c'est vraiment... Moi, je détesterais faire ce job. C'est terrible. Enfin, essayer de convaincre des youtubeurs qui ont, comme tu dis, un mode de vie qui est pas du tout cohérent. Et pourtant, enfin, je veux dire, si on devait attendre que tout le monde soit cohérent, que tous les youtubeurs qui reçoivent des produits, qui ont des opportunités, il faut pas le cacher, des opportunités de fou, c'est difficile. En fait, ils auraient beaucoup... Comment dire? C'est plus facile pour eux de faire le déni. Enfin, non, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire l'autruche et de vivre un mode de vie hyper luxueux, parce qu'ils ont accès à tout ça. Mais pourtant, on a quand même des personnalités hyper importantes qui répondent et qui font nos projets. Il y a par exemple Luciole, qu'on a interviewé il n'y a pas si longtemps et qui nous a suivis sur notre dernière campagne. Comme on l'a dit, Lucie Lucas, on a déjà eu My Better Self, qui est quand même assez engagée. On a eu Léa Chou. On a eu qui d'autre? En vrai, dans le passé, on a travaillé avec beaucoup de gens. Il y avait même McFly et Carlito, plein de youtubeurs hyper connus. Enjoy Phoenix, on a déjà eu. Et puis ouais, l'objectif, c'est d'avoir des gens qui, justement, n'ont pas une communauté qui est sensibilisée. Je veux dire, une communauté comme par exemple Lena Situation, si on arrive à l'avoir, mais l'impact qu'on aurait. Ce serait incroyable. Ouais, mais à nouveau, bon, comment faire? Moi-même, j'ai pas la réponse, en fait. Non, mais c'est trop bien. Enfin, moi, je trouve que votre approche, elle est hyper vertueuse pour ça, en fait. Parce que du coup, si on attend, comme tu dis, d'avoir que des gens 100% cohérents... Enfin, en fait, tu fais parler que les activistes, déjà. Et c'est pas nous qui avons la plus grosse communauté, donc... Ok, pause. Ce que je voulais dire, ce n'est absolument pas que les activistes sont irréprochables. Je pense d'ailleurs que personne n'est irréprochable et qu'il ne faut pas attendre justement de l'être pour se mettre en action. On n'a pas le temps en fait d'attendre que ces gens-là soient parfaits. Mais ce qui est, en fait, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plein de youtubeurs qui veulent en parler, qui ont cette volonté-là. Je pense à Anna RVR qui avait cité dans son podcast avec Bastos, qui, voilà, ils étaient sensibles à ça, mais qui ne savaient pas comment parler parce qu'ils allaient se faire lyncher par leur communauté. Et c'est un fait. À partir du moment où tu te dis que tu es engagé, ta communauté, elle va attendre des choses de toi. Et ça reste des humains pas parfaits, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat pour eux. Après, bon, il y a un moment, il faut se mouiller dans la vie. On va pas les excuser pour tout. Tu peux très bien refuser des partenariats. Et j'ai l'exemple avec ma coloc qui est Louane. Louane Manchot sur YouTube et sur Insta, elle, en vrai, elle gagne très bien sa vie. Et pour autant, elle est influenceur youtubeuse. Et elle refuse des partenariats qui sont pas cohérents avec ses valeurs. Mais Louane, elle est méga engagée, on en parlait récemment, sans le dire, en fait. Oui, elle laisse sans le dire. Et c'est ça que j'ai déjà eu ces débats-là avec elle, où elle me disait que elle, ça l'énerve, en fait, de voir qu'il y a plein de youtubeurs qui font pas l'effort, alors qu'elle-même, elle a preuve que tu peux en vivre... Sans problème, quoi. Oui, tu vas pas gagner 50 000 € par mois, ça oui. Non, mais si tu revois ton mode de vie et que tu reviens aux bases, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, mais il faut le vouloir, quoi. Je pense qu'une fois que tu as goûté au grandiose, c'est possible, hein. Mais c'est toute là la complexité de l'influence. Et donc c'est ça que t'en penses, qu'ils devraient se mouiller, en fait? Bah oui, clairement. Ou alors même si ça vient pas d'eux, peut-être que nous, les personnes qui les regardons, peut-être qu'on devrait
On devrait pousser à ça. Ouais, leur demander Et je d'en pense parler. que c'est le cas. clairement. C'est le cas. Je pense qu'on a vu quand même bon, malgré qu'il y ait Chine qui grandisse sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on a vu quand même une assez grande évolution. Bêtement, en 2013-2015, c'était la mode des hauls Zara, c'était vraiment le truc sur YouTube. Et maintenant, ça se fait plus trop parce qu'une fois que tu vois un haul Chine sur YouTube, tu regardes les commentaires, les youtubeurs, ils se font lyncher en mode fast fashion, alors qu'avant, on voyait pas ça. Donc je pense que même nous, de notre point de vue, bon, faut pas être méchant dans les commentaires. Mais Ça sert jamais à rien. ça sert à rien. Mais tu peux avoir un commentaire constructif en disant, ben voilà, tu supportes des choses qui sont pas très éthiques et donner des arguments. Non, complètement. Moi, je suis hyper d'accord avec toi que tout le monde a un rôle à jouer. Les réseaux sociaux, ça amplifie la voix de n'importe qui. Donc, en fait, juste, on a le droit d'interpeller les gens de manière polie et courtoise, naturellement. Et surtout, ben, les personnes qui ont une voix, ben, en fait, venez, quoi. Venez, on s'amuse bien. Et puis, surtout, faut pas être parfait, mais juste en parler, c'est déjà complètement fou. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et franchement, je suis On est prêt depuis le début, depuis l'affaire climat et l'affaire du siècle, pardon. J'adore ce que vous faites. Vraiment, si tu dois nous décrire ton quotidien, donc tu as dit là, tu prends le train, tu vas filmer des trucs, mais j'imagine que ça doit être aussi plein de recherches. Tu dois constamment lire des choses, t'alimenter de... Enfin, quand tu es venu sur la Nature Restoration Law avec nous, j'imagine que bah, tu t'es documenté avant, mais en même temps, bah, tu as une formation plus com. Parfois, ça te stresse pas en fait, tout ça, tous ces sujets. Franchement, parfois, c'est méga complexe, on est d'accord? Bah ouais, après, faut pas croire que je lise beaucoup. Parce que généralement, j'ai pas non plus 10 000 sujets en même temps. Et malheureusement, on n'a pas le temps de creuser trop les choses. Par exemple, c'était le cas avec la loi sur la restauration de la nature. C'était pas moi qui étais porte-parole. C'était du coup Chloé de Green Monkey. Et toi aussi, t'as pris la parole sur le contenu. Et donc, quand moi, je m'y connais pas sur un sujet, je laisse la parole aux expertes. Pareil pour les algues vertes, j'ai interviewé une femme de Greenpeace qui était spécialisée dans les contenus liés à l'agriculture. Donc je pense que c'est important de laisser la parole aux expertes. Après c'est sûr que des fois c'est genre par exemple là je fais un contenu sur les glaciers. J'ai regardé des vidéos et des podcasts sur les glaciers pendant genre une semaine, mais après je deviens zinzin tellement j'adore. C'est même pas de la peur, bon des fois il y a un peu de peur aussi, mais je me passionne du sujet et c'est trop bien d'avoir des microphases où pendant une semaine bam tu fais un sujet sur les glaciers, bam la semaine d'après ça va être sur les océans. Et ce qui est un peu dommage, c'est que je pensais que j'allais ressortir de ce travail avec plein de culture générale, et malheureusement, mon cerveau, il fait un peu le tri. Et il y a pas mal de trucs que j'oublie aussi. Donc voilà. Mais non, en général, c'est pas... j'arrive à gérer le truc. Et puis, je suis pas seule à faire les contenus sur On est prêt. Il y a aussi la chargée de com principale qui, elle, fait beaucoup. Donc, c'est un travail à plusieurs. Mais moi, j'adore justement le fait de pouvoir apprendre des trucs quotidiennement et d'être payé pour apprendre des trucs, quoi. C'est trop bien. C'est mon métier aussi et franchement, je l'adore. Ouais. Et du coup, t'es quand même tout le temps là-dedans, en fait. Tu vois, tout le temps dans ces sujets-là. C'est pas non plus les trucs les plus réjouissants du monde, en fait. Comment tu le vis? Parce que moi, personnellement, toute la journée, moi, je suis ingénieure en énergie et en climat. Toute la journée, je lis des trucs où je me dis, on va crever. Ouais, c'est horrible. Ah non, mais horrible. Mais toi, comment tu fais? Je vais répondre dans 2 secondes. Mais en fait, moi, vu qu'à côté, je suis activiste, c'est ça qui me rebooste. Hein. C'est vraiment le fait d'être activiste, de me bouger, de faire des trucs, ça me rebooste. Mais quand je lis les rapports du GIEC, en fait, c'est la merde. Ouais. Et puis, je vois des gens comme toi qui font un taf incroyable. Je vois mes potes activistes et ça me rebooste à fond. Enfin, moi, personnellement, mon remède à ça, c'est l'action. Mais toi, c'est quoi ton remède à ça? Comment tu le vis, tout ça? Bah, moi, étonnamment, je le vis très bien. Je pense que je le vis encore mieux depuis que c'est mon métier, en fait. J'étais beaucoup plus anxieuse et éco-anxieuse, parce que c'était le cas, il y a quelques années. Peut-être au niveau de ma prise de conscience, quoi, vers 2018, 2019, 2020. Je l'étais beaucoup plus parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être seule. Je vivais dans ma campagne. J'essayais de convaincre mes proches, mais en fait, à cette époque-là, ils s'en foutaient. Et mes potes, pareil, ils étaient touchés, mais sans pour autant prendre vraiment les choses au sérieux. Et donc, c'est vraiment cette période-là où j'étais anxieuse et je me disais, oh là là, c'est horrible, enfin, tout le monde s'en fout, en fait. Et depuis que je fais des études là-dedans, que c'est mon métier, que je côtoie des gens qui sont touchés par ces sujets, et pas uniquement, tous mes potes ne sont pas des activistes, tu vois, j'ai même très peu de potes activistes,
Depuis que c'est mon métier et que je vois qu'il y a plein de gens qui font du travail incroyable, comme votre groupe d'activistes, comme On est prêt, comme plein d'ONG que je rencontre, du coup, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Et il n'y a pas que des choses horribles qui se passent. Enfin, il y a aussi beaucoup de... beaucoup, peut-être pas, mais malheureusement, il y a plus de choses mal qui arrivent que de choses bonnes, mais il y a quand même des choses bonnes qui sont là. Et donc, je pense que c'est important de lire aussi ces bonnes nouvelles. Et comme tu dis, le fait d'être dans l'action, ça donne de la force. Tout. Tu te sens puissant. Tu sens que tu as de l'impact. Et pareil, quand j'ai été au Parlement européen avec vous, je me suis dit, waouh, en fait, les gens, les partis nous accueillent et nous écoutent parce qu'on a une importance, quoi. Donc, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Et ouais. Mais trop bien. Je pense que franchement, on te rappellera pour les mobilisations parce que j'ai l'impression que tu as kiffé. Ouais. En plus, c'est vrai qu'on sent qu'on a de l'impact dans des mobilisations comme celle-là parce que finalement, la loi n'a pas été rejetée, donc a été votée. Ce qui était... il y a plein d'aléas, mais en attendant, c'était quand même une grosse victoire. Donc ça, c'est très, très cool. Et justement, reparlons de ça parce que c'est là où je t'ai vraiment vue en action. J'ai vraiment vu ton côté... la façon dont tu filmes. Enfin, vraiment, il y a un truc... artistique, c'est pas juste reporter, tu vois, on n'est pas en mode bonsoir, on est aux 20h de TF1, tu vois. Non, c'est presque poétique, même quand tu fais des miniatures pour YouTube, c'est toujours très graphique, très bien fait, on n'est pas sur du reporter à l'ancienne comme ça. C'est quelque chose qui valorise, on est prêt du coup d'ajouter, parce qu'il n'y a rien à faire, mais moi personnellement, et je suis pas du tout honteuse de dire ce genre de choses, mais je suis très sensible au beau. Les belles choses, et je pense que toi c'est pareil, enfin tu me diras, mais les belles choses, genre moi j'ai envie de cliquer sur tes vidéos parce que j'aime bien tes miniatures, j'aime bien le ton, j'aime bien la façon dont c'est filmé, mais je trouve que, et je pense que pour les jeunes c'est hyper important. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce qu'en pense On est prêt, mais moi je suis particulièrement touchée par tout ça et je suis pas du tout honteuse de le dire. Dans ma vie d'ingénieur, je fais que des trucs, rapports et tout. À côté, j'aime le beau, ok. Moi aussi, j'aime le beau. Je suis hyper exigeante au niveau de l'esthétisme. Et en fait, c'est quelque chose que je faisais dans mes vidéos YouTube. Et moi, j'avais jamais fait de reportage de ma vie avant d'être chez On est prêt. C'est pas du tout quelque chose que j'avais fait. C'est quelque chose que je voulais faire pour ma chaîne YouTube, mais dont j'avais pas le temps. Parce que faire des recherches, un script, trouver les sources comme un travail de journaliste, ça prend des heures. Donc le fait d'être payé pour ça, je me suis dit, ok, alors comment est-ce que je peux faire un reportage stylé et pas qu'on voit sur toutes les chaînes, même s'il y a plein de reportages qui sont bien, mais même bêtement les reportages bruts, je les adore, tu vois, ils font des reportages assez intéressants sur leur chaîne YouTube, mais j'aime pas comment c'est filmé, je trouve que les images sont pas belles, il n'y a pas des beaux fonds, enfin moi c'est vrai que je fais beaucoup attention à ça, et donc je pense que vu que moi, j'apprécie pas vraiment regarder un reportage qui est pas esthétique, j'ai envie de le faire un peu à mon image et j'ai envie de faire un contenu que moi, j'aimerais bien regarder. Et donc, c'est pour ça que je fais vraiment attention aux plans que je fais, au décor. J'aime bien qu'il y ait mes petites plantes dans le décor. J'aime bien qu'il y ait des belles typos. La musique aussi. La musique, ça prend une part très importante dans les contenus que je fais parce que c'est ce qui va toucher les gens. C'est ce qui va un peu faire ressortir les émotions quand les gens regardent le contenu. Et donc c'est vrai que c'est intéressant que tu me dis ça parce que je me suis jamais questionnée sur le sujet. Ça s'est fait naturellement, quoi, vu que c'est toujours comme ça que j'ai fait des vidéos. Je pense que c'est YouTube qui m'a apporté ça. Et du coup, je l'applique au reportage. Mais trop bien, tu le fais méga bien. Et je pense que tu touches un contenu différent, en fait. Tu touches des gens différents, en fait. Parce que, comme tu dis, Brut et tout ce qui est grands médias, etc., ils font du super travail. On n'est pas du tout là pour casser du sucre sur leur dos. En fait, toi, avec tes images qui sont plus harmonieuses, plus poétiques, je pense que tu touches d'autres gens. Et en fait, c'est pas comme si on était trop sensibilisés sur le sujet. Donc, je trouve ça vraiment smart. Je voulais le souligner. Et juste avant qu'on termine, parce que ça fait déjà quasi 45 minutes qu'on parle... Juste avant qu'on termine, je voudrais revenir sur un épisode de ta vie dont on n'a absolument pas parlé et je trouve ça dommage. C'est tes quelques mois, je crois que c'était 6 mois, au Costa Rica où tu es partie aussi travailler pour une ONG. Donc en fait, c'est pas du tout la première fois que tu fais du contenu pour une ONG qui est spécialisée, je pense, dans la protection marine. C'était quoi du coup ? Ouais, en gros, je devais faire un stage obligatoire à la fin de mon bac+3.
Et du coup, je me suis dit, le Costa Rica, ça a l'air sympa. Et j'ai travaillé pendant 3 mois dans une ONG qui s'appelle Inoceana et qui avait pour but de protéger les océans à travers notamment des activités d'écotourisme, de la plongée, de la sensibilisation des enfants, avec l'éducation. Enfin, en vrai, ils faisaient plein de trucs différents. Et moi, je m'étais dit, ok, en fait, j'adore filmer, donc je vais tenter de faire de la com vidéo. Donc c'est là, pour la première fois plus ou moins, que j'ai fait vraiment de la com engagée en vidéo. Et c'est là-bas que j'ai découvert que je voulais faire ça de ma vie. Et donc, ce que je faisais chez eux, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui avec On est prêt, hein, à plus petite échelle. Mais je filmais des acteurs, actrices du changement par rapport, je sais pas, le fait que l'océan s'acidifie, par exemple, le fait que les requins sont les premières cibles des pêches avec les grands chalutiers. Le ghost fishing, vu que je sais plus comment ça se dit le ghost fishing. Ouais, c'est les chalutiers, ouais. je pense, clairement. De la pêche fantôme, bon, je sais plus. Mais bref, j'ai couvert plein de sujets différents liés à la pêche intensive, liés à la chute de la biodiversité également dans les océans. Et ça m'a trop passionnée et j'ai adoré ce contact en fait avec les gens, le fait de voir les choses directement, de les filmer et puis de rencontrer les acteurs actrices du changement. Et du coup, c'est après ce voyage que je me suis dit je veux faire ça. Trop cool. Écoute, je pense que c'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Colline. C'était trop chouette de parler de tous tes univers qui, en fait, je trouve, il y a une ligne verte, tu vois. On voit où tu vas, même si tu dis que tu sépares la musique de la vidéo, et si c'est comme ça que tu veux le faire, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve on voit l'influence de l'un de l'autre et trop hâte d'écouter donc, du coup, tes prochains sons qui parleront d'environnement. Oui. Trop cool. Merci beaucoup, Laurie, ce fut un plaisir pour moi aussi. C'était trop cool, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.